Donc, j'en profite puisque je vois Marie qui est connectée pour souhaiter la bienvenue aussi à tous les collègues qui peuvent être à distance. L'idée aujourd'hui, c'était donc, comme dit, de se retrouver et par ailleurs de peut-être nous offrir, vous offrir une petite parenthèse, peut-être ouvrir quelques portes, quelques fenêtres, vous donner des pistes pour pouvoir continuer à faire finalement ce qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire prendre soin de l'autre. Donc, d'ores et déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue et je laisse Emmanuel pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Karine a déjà beaucoup parlé et c'est très bien ce qu'elle a dit. Donc, du coup, je voulais tous vous remercier d'être ici, les participants, les intervenants, nos futurs collègues étudiants infirmiers qui sont venus, nos partenaires. Effectivement, on espère que ce sera vraiment une journée à soi et pour soi et qu'elle soit enthousiasmante pour tous. Je crois que c'est ça l'essentiel d'aujourd'hui. Voilà, et puis je vous souhaite une belle journée et puis on va laisser la parole à Marie. La particularité aujourd'hui, c'est que nous avons, je ne sais pas si vous avez vu sur les supports, c'est une journée agréée Calliope. Et donc, nous avons la chance et l'honneur d'avoir 2 auditeurs qui vont passer toute la journée avec nous pour évaluer un petit peu la qualité de cette formation et la qualité de ce qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, ils vont déambuler, probablement qu'ils vont faire quelques apparitions dans vos ateliers. Et voilà, on est ravis de les accueillir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, alors nous avons le plaisir d'accueillir notre première intervenante qui s'appelle Francine Friedrich. Elle est consultante en ressources humaines. Elle a étudié et enseigné la philosophie. Elle intervient également à l'Institut de formation des cadres de santé pour l'éthique et responsabilité, pour le management, pour la philosophie. Elle anime des groupes d'analyse de pratique, par exemple aux soins palliatifs à la clinique de la Toussaint. Elle accompagne également individuellement des professionnels et des équipes de santé, et dans le médico-social aussi, je crois. Et elle va introduire cette journée qui se veut solaire. Voilà. Bienvenue, Francine. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Et donc, dans cette symbolique-là, l'hiver, vous devinez bien, l'hiver des pressions, l'hiver des tensions, l'hiver des soucis, mais j'ai découvert en moi un invincible été. Et donc, pour faire écho au bon mot de Véronique, oui, c'est le soleil et c'est découvrir en soi un invincible été. Alors, il y a quand même si on est au premier jour de l'automne, hein, on n'est pas l'hiver, mais vous devinez bien que c'est la symbolique qui me parle. Il y a peut-être aussi au départ une question à se poser dans l'été symbolique ou dans les espaces de ressourcement. Est-ce qu'on savoure suffisamment ces moments de déconnexion? Est-ce que l'on s'investit? Est-ce que l'on est suffisamment attentif à des petits riens qui sont des éléments qui peuvent nous redonner du souffle? Parce que je vois aussi inversement, comme Véronique le disait, j'accompagne beaucoup de professionnels et je vois dans ma pratique énormément d'épuisements qui sont liés à des petits éléments qui progressivement se cristallisent, s'agglutinent et qui font tout à coup que la personne est enfermée dans une toile d'araignée de morosité, de souffrance. Et donc, inversement, est-ce que on verra ça dans mon explication et puis dans les échanges que nous pourrons avoir, est-ce que l'on savoure suffisamment des petits espaces de déconnexion? Est-ce que dans ces espaces-là, on oublie le chronos du temps et que l'on rentre dans l'épaisseur du temps, dans la capacité à savourer ces moments? Est-ce que dans ces moments-là, notre esprit est suffisamment désencombré? Est-ce que l'on arrive à faire un pas de côté? Ce mot, j'aime beaucoup ce pas de côté, et même c'était Christelle Rodet en éducation thérapeutique du patient dans les maladies chroniques,
un jour m'avait demandé de faire une intervention, une conférence là-dessus sur le pas de côté. Est-ce que notre pas de côté, tout en étant très présent aux situations, est suffisamment distant pour se retrouver et à la base profiter des conseils qu'on peut nous donner pour reprendre souffle? Donc Camus, par cette phrase que j'aime beaucoup, j'avoue, Camus nous invite à découvrir, même dans un quotidien qui peut être grisâtre, hein, même dans un quotidien qui peut être très très lourd, une forme de beauté, une forme de plaisir. Et puis, est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est possible? Chacun répond à sa manière, mais l'important, c'est de se poser des questions. Vous savez, en philosophie, les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses, et je crois qu'elles nous aident à trouver le mouvement. Alors, je voudrais encore, en écho toujours à cette journée soleil, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient repéré au moment dit de la crise, Le Monde, le journal Le Monde avait créé à ce moment-là une lettre quotidienne qui arrivait chaque jour à 19 h. Et c'était une lettre justement qui était destinée de la même manière à trouver quelques petits soleils au cœur de cette obscurité. Et je vous lis la phrase qui était, parce qu'en quelque sorte, elle illustre ce que je voudrais vous dire. Donc, cette lettre publiée, malheureusement, elle ne l'est plus, mais peut-être qu'elle le sera à nouveau. Cette lettre publiée à 19 h chaque jour était centrée, entre guillemets, sur les petits bonheurs. Et la phrase était la suivante: ce sont de petites lumières dans la grisaille de la période, de bonnes nouvelles, des progrès, des sourires, des plaisirs, des moments de solidarité et de légèreté, parce qu'il faut aussi raconter ce qui va bien, parce qu'il ne faut manquer aucune occasion d'espérer, même minuscule. Et je pense que cette phrase-là, pourquoi elle a fait écho en moi, c'est que dans ma pratique quotidiennement, dans des univers essentiellement hospitaliers ou médico-sociaux, eh bien, je me rends compte, ce qui est votre quotidien, de ces obscurités et ces petites lumières qu'évoquait le monde, les petits bonheurs que chacun peut trouver. Moi, je vois effectivement que c'est parfois du presque rien qui peut nous redonner l'élan et la confiance dans la relation à l'autre et dans le prendre soin que je peux exercer. Alors évidemment, cela, c'est quels que soient les problèmes, quelles que soient les frustrations, quels que soient les doutes, quels que soient les découragements, c'est-à-dire développer, alors on pourrait dire une vision positive, constructive, mais je préférerais dire développer, et les deux mots, je souhaite les relier, développer une forme de lucidité joyeuse. C'est-à-dire lucidité, on n'est pas dans le monde des bisounours, il s'agit de comprendre la complexité du réel. Eh bien, cette lucidité nous permet de dire, OK, il y a cette situation, qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que j'en fais avec ce petit logo, cette petite image soleil qui nous éclaire? Alors, dans ce cadre-là, pourquoi j'ai relié lucidité joyeuse? C'est parce que je crois beaucoup à la coexistence des opposés. Nous avons l'habitude de dire où je suis bien, où je suis en forme, où je suis pas en forme, où c'est clair, où c'est sombre. Ça, on reverra ça pour le questionner, nos paradigmes de pensée. Mais je crois que ce qui est très important, c'est cette coexistence des opposés, c'est de faire relier le positif et le négatif, le plaisir, la douleur, etc., dans un tout qui peut nous permettre de donner sens. La notion de sens est absolument fondamentale parce que, encore là, j'observe, et hier je faisais cours à l'école des cadres de santé où on a beaucoup travaillé le management par le sens. La notion de sens est absolument première et quand on a trop le nez dans le guidon, eh bien on ne perçoit qu'un aspect des situations. Et généralement, comme le cerveau nous entraîne à davantage percevoir ce qui ne va pas bien ou ce que l'on croit contrôler plutôt que l'inconnu, plutôt que l'incertitude, eh bien ce mot incertitude, il a fallu l'intégrer et nous devons l'intégrer. Donc,
quand je vous parle de coexistence des opposés, pour créer une forme d'harmonie avec des couleurs différentes, hein, je pense au tableau de Picasso, Guernica, c'est sûr que quand on voit ce tableau, c'est plutôt quelque chose de pour le moins chaotique, mais si on voit bien le tableau, il y a presque caché dans un coin une fleur et il y a un œil qui regarde, autrement dit, ou bien je pense encore à un autre tableau, moi j'aime bien faire des ponts et des liens, de Rembrandt, La Ronde de nuit, eh bien vous voyez tout est obscur et puis vous voyez à gauche du tableau un homme lumineux, et lumineux ça veut dire qui également éclaire l'environnement. Vous savez très bien qu'en équipe, il suffit d'une personne qui constamment ressassera essentiellement les difficultés, n'aura qu'un prisme centré sur les difficultés pour plomber un peu l'ambiance d'une équipe, pour faire en sorte que tout à coup, l'élan collectif, et je parlerai beaucoup du collectif parce que c'est très important, eh bien, pour que tout à coup, chaque personne sélectionne dans le réel beaucoup plus des éléments liés au mal-être plutôt que des éléments porteurs d'espoir. Donc, recharger les batteries, cela veut dire prendre soin à la fois de son esprit, à la fois de son corps et à la fois de sa relation à l'autre. Tout cela est absolument lié. Et donc, par tout ce que vous allez voir aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut entretenir son moral ou son énergie comme on entretient son corps, ses muscles, etc. Et c'est une vigilance de tous les instants. Alors, le mouvement que je souhaite suivre pendant mon intervention, et effectivement, je serais très heureuse qu'il y ait des questions, parce que là, je ne viens pas avec une méthode, je viens avec un regard que depuis 86, je porte sur les environnements professionnels. Donc, vos témoignages, pour moi, sont très précieux. Eh bien, le mouvement que je souhaite suivre, pour ne pas du tout interférer dans les communications qui vont suivre, c'est-à-dire les émotions, c'est très important d'en parler, la communication et les ateliers qui vous seront proposés cet après-midi. Le mouvement que je souhaite suivre, c'est tout d'abord de partir du réel, c'est-à-dire du quotidien que l'on ne voit pas toujours sous un angle suffisamment ouvert. Je pense à la phrase de Proust qui dit « voir le vieux paysage avec des yeux nouveaux ». Si on reste dans la plainte, on ne verra pas dans sa pratique beaucoup d'éléments qui sont justement des éléments ressourçants, parce que le prisme d'interprétation ne sera absolument réduit. Donc, partir du réel de manière lucide, c'est sélectionner dans le réel, dans le quotidien, des éléments qui, si l'on en perçoit bien la densité, l'intensité, eh bien, peuvent déjà être un élément qui nous permet de recharger les batteries. Ensuite, eh bien, à partir de là, c'est un questionnement sur nos représentations, et ce n'est pas à vous que je vais le dire, la manière de voir les situations, bien sûr, sont liées à nos émotions et conditionnent notre comportement. Donc, ce lien représentation, émotion, comportement est absolument fondamental. Vous pourrez toujours prendre un temps long pour expliquer à quelqu'un qu'il a tort de voir une situation de cette manière. Si la personne n'est pas dans un questionnement pour le voir autrement, eh bien, ça restera lettre morte. Donc, je m'attarderai à cela parce que je vois encore là, dans ma pratique, comment des juxtapositions de représentations figées bloquent non seulement l'investissement, l'implication et l'élan d'une personne, et bloquent aussi la dynamique et la qualité du travailler ensemble. Donc, ce sera le deuxième temps. Le troisième temps, à partir de là, c'est une nécessité de questionner nos paradigmes de pensée. Et on entend très souvent, et il est bon qu'on l'entende, de ce sociologue Edgar Morin, qui a dépassé les 100 ans, que j'ai la chance de bien connaître, et qui, depuis très longtemps, nous parle de la gestion de la complexité.
On était bien à l'aise dans le fait de bien sectoriser les choses, mais nous avons à travailler cette gestion de la complexité parce qu'on a vu, a fortiori dans ce qu'on a vécu, que tout est lié et que tout est tissé ensemble. Et puis, la dernière partie qui ouvrira à tout ce que vous verrez au niveau des ateliers, c'est, je reprends le mot que j'aime bien de Montaigne, c'est que chacun se trouve une petite sacoche de diversion pour recharger les batteries, c'est-à-dire mettre dans sa sacoche de diversion, eh bien, ce qui peut faire sens pour vous, parce que ce qui fera sens pour une personne ne fera pas sens pour une autre personne. Donc, notre objectif, c'est d'élargir suffisamment le questionnement et les propositions de pistes, de portes à ouvrir pour que chacun trouve une résonance, en quelque sorte, un écho pour justement relier l'intensité de l'implication avec les connaissances et les compétences, mais aussi un regard ouvert, un regard parfois questionnant, un regard confiant pour recharger ses batteries. Donc, partons du réel et partons du plus immédiat. Quel est le profil des personnes qui s'investissent en soins palliatifs? Eh bien, déjà, c'est de se dire, bien sûr, ce sont des environnements où la mort est présente, mais la vie l'est aussi. Et si la vie l'est aussi, c'est peut-être pas grand-chose de dire ça, ça veut dire la vie avec ses étonnements, avec ses émerveillements, avec quelque chose qui rend jusqu'au moment de la mort l'autre intensément vivant, que ce soit bien sûr le patient, mais aussi rendre vivant avec ses émerveillements, ses étonnements, toutes les personnes qui entourent non seulement le patient, la famille, etc. C'est pourquoi je vous disais prendre soin de l'autre, mais prendre aussi soin de soi. Je pense au beau livre de Paul Ricoeur qui s'intitule « Vivant jusqu'à la mort ». La symbolique, vous allez me dire, c'est évident, on est vivant jusqu'à la mord, mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'effectivement, avec un maximum de couleurs, avec un maximum de saveurs, avec cet élan et ce sens que l'on élargit pour relier le corps, l'esprit, la relation à l'autre, etc. Donc, il s'agit de soutenir l'élan vital et c'est pourquoi, et je l'entends dans mes interventions en soins palliatifs auprès des soignants, on voit à quel point les patients sont choyés, sont accompagnés. Il y a dans ces services des pleurs, mais il y a aussi des rires, il y a de la musique, il y a des choses extrêmement différentes. Donc, c'est un climat éminemment vivant dans le prendre soin du patient. Mais je voudrais ajouter tout de suite à cela, bien sûr, c'est la prise en charge personnalité des patients, mais et j'entends souvent, oui, ben, on a un peu plus le temps. Avant, je travaillais dans ce service, un autre service qui n'était pas les soins palliatifs. Maintenant, je me rends compte que s'investir dans ce service, ça veut dire qu'on a plus de temps. On peut prendre des initiatives pour accompagner les patients, c'est une chose. Mais je voudrais insister tout de suite. Alors, dans ce que je dis, peut-être que dans vos services, c'est fait ou c'est pas fait, mais moi, je parle d'une pratique et puis en même temps, ce que je trouve important pour recharger les batteries, eh bien, ce que je trouve important, c'est qu'on prend également soin des soignants, c'est-à-dire les groupes d'analyse de pratique qui sont organisés sont très, très importants, non seulement pour approcher concrètement les situations, les problèmes, bien sûr, mais également pour partager des expériences, quelque chose qui s'est bien passé. Et je voudrais souligner, je ne sais pas si Dr Fischer est là, ou enfin, j'interviens en soins palliatifs à la Toussaint pour animer les groupes d'analyse de pratique. Eh bien, c'est dans ma pratique, c'est un des seuls groupes d'analyse de pratique où participent non seulement les soignants, donc tous les soignants, mais cadres et médecins. La plupart du temps, dans les groupes d'analyse de pratique, où on a les soignants, où on a les médecins, où on a les cadres, où on a les chefs de service, etc. Et vraiment, je voudrais souligner l'importance
de donner à chacun, à chaque soignant, le sentiment qu'il y a une chaîne du soin et dans le prendre soin, j'ose dire qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchie. Toutes les compétences se relient. Donc, qu'il y ait une présence qui n'est jamais en défaut du médecin cadre pour animer et respecter l'investissement de chacun, je trouve ça vraiment très important. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour inciter les environnements où ça n'est pas mis en place, de se rendre compte à quel point ces espaces de parole, ces espaces d'échange qui sont organisés, eh bien, sont des éléments, comme je disais, partir du quotidien, sont des éléments éminemment ressourçants. Et depuis X années, j'anime ces différents groupes d'analyse de pratique et j'ai demandé que l'on commence, et ça se passe très facilement, et même presque plus encore en soins palliatifs, j'ai demandé que l'on commence à partager quelque chose qui s'est bien passé. Parce que très vite, on n'est que dans la plainte, et partager quelque chose qui s'est bien passé, je peux vous dire, on voit même parfois physiquement comment ça donne du souffle. Donc que cette journée, quand on appelle soleil, bien, ça doit nous inciter à être attentifs à des éléments comme notamment commencer une réunion, et même les réunions, quand je parle au cadre, je leur dis, eh bien, essayez aussi de ne pas être que dans l'information nécessaire où il y a peut-être des choses évidemment à recadrer, mais essayez aussi de parler et de reconnaître ce qui se passe bien. Vous savez que l'OMS, depuis X années, évoque les causes premières de souffrance au travail, qui sont les problèmes de communication et de manque de reconnaissance. Et le manque de reconnaissance, c'est aussi de savoir dire, là, on s'en est bien sorti. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand j'ai animé les formations aux US, c'est pas hier, quand les US ont été organisés en pôles, et donc j'animais des formations, travaillais en équipe dans différents pôles. Et je me souviens, c'était le pôle urgence-réanimation, et je me souviens d'un infirmier qui prend la parole et qui dit « Vous savez, madame, on est confronté toujours à des situations très difficiles. Donc, hier particulièrement, on a été confronté à une situation quasiment inédite, mais vous savez, notre équipe, on s'est serré les coudes hein, et on s'en est sorti. On se voyait, mais on n'avait même pas besoin de se parler. Mais c'est là où je veux en venir. Mais notre cadre, alors que vous savez que le temps est compté, notre cadre a dit, une fois qu'on s'en était bien sorti, on se pose 5 minutes et on parle de ce qui s'est bien passé. Et on parle de ce qui s'est bien passé. Combien de cadres, et je les forme à autre chose, mais chacun fait ce qu'il veut de ce que les conseils qu'on peut donner, combien n'interviennent que pour dire, là, ça ne va pas, là, il y a un problème. Apprendre, et ce n'est pas de la manipulation à partir du moment où on est dans les faits. Donc, apprendre à dire, là, on s'en est bien passé, et on va potentialiser ce qui s'est bien passé pour échanger entre nous. Je peux vous dire, quand cet infirmier a dit ça, il avait dans le regard quelque chose qui disait, mais voilà, moi je suis là, c'est pas par hasard, parce que je me rends compte qu'on n'est pas des numéros, on n'est pas des exécutants, et notre cadre sait reconnaître ce travail. Donc, je me permets d'insister là-dessus, parce que pour moi, c'est très important dans les conseils que je peux donner ou les interventions, mais surtout, je vois dans le concret que parfois, c'est tout l'inverse. Et une fois, quand je disais ça à une responsable, elle me dit, sans vouloir mal faire, hein, elle me dit, mais tant que je ne dis rien, c'est que ça va. Eh bien oui, mais ça ne suffit pas. Et d'autant plus maintenant, vous savez, où il y a beaucoup de découragement. J'étais il y a 15 jours à Bordeaux pour animer une formation pour les praticiens prévention du burn-out. Vous savez très bien que l'atmosphère est particulièrement lourde et ce n'est pas, je le répète, être démagogue, ce n'est pas être hors la réalité que de savoir reconnaître ce qui va bien. Et ça, c'est très, très important.
Donc, ça, je voulais faire ce petit aparté à propos des éléments ressourçants déjà dans le quotidien. Un autre élément que je trouve très important, et il faut en mesurer l'importance, et c'est particulièrement vrai dans les unités de soins palliatifs, c'est l'interdisciplinarité. Et cette interdisciplinarité, vraiment, est un atout parce qu'on peut observer dans des environnements où cette interdisciplinarité n'est pas aussi vivante, eh bien, on peut observer que des cloisons se forment et ce manque de dialogue, ce manque d'ouverture à la différence de l'autre, hein, je pense à la phrase de Newton, on construit trop de murs et pas assez de ponts, et je vois les dégâts des conflits qui peuvent exister entre cadres, médecins, ou bien, et ça rejaillit sur les équipes. Vous avez en soins palliatifs, je trouve que ce travail en interdisciplinarité est extrêmement important parce que justement, on considère la personne malade sous tous ses angles. On la considère sous l'angle bien sûr médical, mais sous l'angle social, sous l'angle psychologique, sous l'angle spirituel. Tous ces éléments-là vont faire qu'il y a un regard des professionnels qui montre que chacun est important. Et c'est justement ce qui va faire et ce qui va être la ressource, le ferment, le terreau de la solidarité. C'est ce qui va faire la force du travailler ensemble et du travail en équipe. Je crois qu'inlassablement, il faut penser que la complexité de l'accompagnement que nous pouvons mettre en place à partir de professionnels différents doit être valorisée, doit être vécue, parce que c'est véritablement le sens des valeurs, valeurs, forces de vie, qui permettent à chacun de garder le cap du sens. Donc, je parle beaucoup d'équipe. Oui, pourquoi? Parce que pour moi, c'est même pas dire pour moi, hein, je pense que vous comprenez bien que la force du collectif va permettre, quand il y a ces liens-là, va permettre d'accompagner une soignante ou une autre personne qui, à un moment donné, peut fléchir ou bien être dans le doute. Il ne faut pas avoir peur de dire, mais là, je ne comprends plus très bien, je ne m'y retrouve plus, je suis dans le doute. Mais la force du collectif, à partir du moment où quelque chose, par l'exemplarité, exemplaire, ça ne veut pas dire je suis parfait, mais par l'exemplarité de tous les professionnels, des cadres, médecins, etc., eh bien, il y a un soutien collectif qui peut se faire. Je pense, je cite souvent Philippe Rodet. Philippe Rodet est un médecin urgentiste qui s'investit également dans des missions humanitaires et qui parle beaucoup de la bienveillance, même il a écrit un livre, Management bienveillant, et il a écrit Le bonheur sans ordonnance. Et pour rester dans le champ de l'équipe, alors lui aussi, il donne 1000 axes de possibilités bien-être, de développement de soi, de relation à l'autre, mais notamment, puisque je parlais de l'équipe, eh bien, il évoque ce qui peut optimiser la cohésion d'une équipe. Eh bien, il dit d'abord la prise en compte de ses erreurs, parce qu'on est dans une culture où véritablement, pendant longtemps, on ne devait pas parler d'échecs, on ne devait pas parler d'erreurs, etc. Donc, cette prise en compte et en parlant de cela, moi je vois dans les gaps, eh bien, il n'y a pas de honte et c'est pas que l'on se dise là, il y a un écart entre ce que je voulais faire et ce que j'ai fait. Ou bien, je discutais avec une professionnelle en aparté, j'ai l'impression, est-ce que j'ai fait assez? C'est toujours la question qui nous taraude, hein, c'est vrai. Et je vois, par exemple, dans des personnes que j'accompagne en pré-burnout ou bien après, eh bien, c'est toujours la phrase qui devient toxique quand la personne dit « j'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez ». Alors, dans notre esprit, il n'y a même plus de limite. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse.
le premier qui a étudié véritablement le processus du burn-out, c'est Herbert Freudenberger, qui s'investissait dans ce qu'on appelle une free clinic, c'est-à-dire une clinique qui accueille les drogués. Et il était entouré de bénévoles. Et à son image, les gens s'investissaient sans compter, avec toujours, quand un professionnel disait à Herbert Freudenberger, écoutez, monsieur, levez un peu le pied. Et il disait, je n'en fais pas encore assez. Et ce je n'en fais pas encore assez, qui taraude beaucoup de professionnels, c'est aussi à questionner, parce que on sait que dans la relation d'aide, dans la notion d'accompagnement, on n'a pas des repères techniques et tangibles qui nous disent tiens, là, j'ai pas un mur, je suis content, j'ai pas un mur. Mais il y a un nécessaire, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la notion de pas de côté. Il y a un nécessaire pas de côté à faire pour se dire là, je suis allé jusque-là, le reste, entre guillemets, ne dépend pas de moi. Comme on vous l'a dit, la philosophie, pour moi, c'est plus qu'une discipline, c'est une manière de vie, c'est un questionnement, c'est la plus belle définition de la philosophie que je connais, c'est celle de François Julien, qui dit « Qu'est-ce que philosopher si ce n'est créer un écart dans la pensée ?» Juste voir autrement, faire un pas de côté. Donc, essayons aussi de se dire, voilà, il y a des choses qui dépendent de moi, il y a des choses qui n'en dépendent pas. Donc, agissons, c'est le mot d'Épictète, agissons sur ce qui dépend de nous, et ce qui dépend de nous, c'est nous-mêmes. C'est ce regard. Et c'est parfois de se dire, là, je m'arrête là. Et justement, dans le burn-out, vous le savez, c'est le corps qui va parler en premier, parce que la personne ne repérera pas les signes qui lui disent, attention, là, tu as franchi la limite. Donc, pour revenir à la cohésion d'équipe, Philippe Rollet dit, pour qu'il y ait une dynamique d'équipe qui puisse justement composer avec l'adversité, eh bien, il faut, comme je vous l'ai dit, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses doutes. Et puis, idéalement, en climat de confiance, en parler. Vous savez, ce qui ne s'exprime pas s'imprime en soi, s'imprime dans des mal-être, s'imprime aussi dans une difficulté de la relation à l'autre. Donc, c'est un premier point. Deuxième point, pour les cadres ou les médecins, la confiance dans les compétences de chacun. Parce que ça aussi, c'est très important. C'est montrer que dans la chaîne du soin, il y a le lien avec des compétences différentes, mais montrer la confiance. Allez, tu vas t'en sortir, etc. Ensuite, et ça aussi, c'est très difficile pour certains, c'est le retour des éléments positifs. Le retour des éléments positifs, c'est-à-dire le retour par le médecin, par le cadre, des éléments positifs. J'ai régulièrement entendu en unité de soins palliatifs dans les GAP, que ce soit Davina Fischer ou Caroline Wendling dire, voilà, tiens, on a reçu cette lettre de famille, tiens, on a entendu ça, et le partager avec l'équipe. Et ça, c'est très important. C'est pas grand-chose, c'est quelques phrases, mais c'est absolument essentiel. Et puis, le partage des réussites communes. Par exemple, le fait de voir, comme je vous l'ai dit, le paysage qui peut être sombre, mais également sous le champ des réussites communes. Donc, on arrive toujours dans le quotidien, c'est pourquoi j'ai souhaité partir de là, pour qu'on puisse, pour recharger les batteries, réaccentuer, donner une importance très importante à des petits riens, comme la gratitude. La gratitude, Christophe André, qu'on connaît beaucoup par la pleine conscience, etc., parle de la gratitude comme une dette joyeuse. Une dette joyeuse, c'est-à-dire que éprouver de la gratitude, montrer sa gratitude, eh bien, c'est sûr, vous allez me dire que c'est difficile parce que vous avez des journées où il y a un rythme effectivement intense, qu'il y a une forme de frénésie pour pouvoir tout faire, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Et la gratitude, ça peut être un regard quand j'entends encore, pas en soins palliatifs, mais dans d'autres contextes, qu'on ne dit pas bonjour le matin, ou qu'on dit bonjour d'une manière mécanique. Le regard, un regard quand vous n'avez pas de temps, eh bien le regarder une personne
qui a assumé de manière admirable une action, eh bien, la regarder d'une certaine manière. Vous savez très bien que le regard, ça peut être méprisant, comme il peut être plein de gratitude. Donc, la gratitude, eh bien, c'est une façon de nous sentir plus heureux. Moi, j'ai vu qu'il y a pas mal d'études qui se font là-dessus. Et puis, être dans la gratitude, ça fait du bien à soi aussi. Donc, on est plus heureux. On calme notre stress aussi par cela. Et puis, ça renforce nos relations. Parce que ça montre bien qu'il y ait des regards qui non seulement mesurent la qualité de ce qui a été fait, mais valorisent la personne aussi. Donc, première question, la question qu'on pourrait se poser, comment la souffrance que l'on peut observer dans les unités de soins palliatifs, comment la souffrance peut laisser place au plaisir à travers le travail collectif. Alors ce plaisir, je pense à la base, c'est un travail d'élaboration collectif du cadre symbolique de l'activité. Pourquoi ? Eh bien, c'est bien parce que les soignants savent qu'ils ne peuvent pas guérir la personne en question, qu'ils ne seront pas en échec quand la mort viendra. C'est-à-dire qu'ils pourront toujours développer une forme de fierté professionnelle en ayant dit, bon, effectivement, il y a eu, parfois j'entends, il y a eu 2 morts, 3 morts, mais le sentiment d'avoir bien fait son travail. Le sentiment d'avoir bien fait son travail dans l'espace qui leur était donné. Donc, le plaisir au travail, ce n'est pas un donné, c'est un construit, c'est un processus. C'est un processus qu'il faut nourrir et qu'il faut animer chaque jour via, bien sûr, l'organisation, mais via déjà pas mal d'éléments qu'on a pu voir ensemble. C'est-à-dire que pour éprouver un maximum, entre guillemets, de plaisir au travail, quelles sont les conditions? Bon, première condition, c'est sûr qu'il faut une forme d'adéquation, c'est peut-être un mot fort, mais enfin, au moins un lien étroit entre ce pourquoi je suis entrée dans le métier et ce que j'observe. Vous voyez, la démotivation, quand j'entends des gens dont la motivation chute, c'est de dire moi, j'ai choisi ça, c'était pas pour ça. Ou bien dire, il y a un décalage entre ce que je pensais être une équipe et ce que j'observe. Bref, dès qu'il y a un décalage, il y a stress. C'est-à-dire, dès que disons, les ressources que j'estime avoir sont en décalage avec ce qui est mon environnement, eh bien, plus le décalage est important, plus le mal-être grossira. Donc, c'est déjà ça. Deuxième point, je reviens à la notion de sens, il faut que l'on comprenne bien le sens des tâches. Encore là, parenthèse, on a tellement parlé de résilience, et à juste titre, hein, vous allez me dire, de résilience individuelle comme de résilience collective. Cette capacité de résilience, hein, cette capacité à rebondir et à prendre le sens des difficultés, je tiens à préciser, si je me réfère aux travaux de Jacques Lecomte, docteur en psychologie, il a identifié 3 éléments et que je trouve très intéressants pour parler aussi bien de la résilience individuelle que de la résilience collective. Et quels sont ces 3 éléments? C'est un triangle qu'il faut faire vivre à chaque instant. Je reviens, c'est la notion de sens, premier élément. C'est pas par ordre, hein, c'est ensemble. Le deuxième élément est la qualité des relations interpersonnelles. On sait très bien que s'il y a conflit, la résilience chute. On sait très bien qu'une personne isolée est beaucoup plus vulnérable. Donc, la qualité des relations interpersonnelles va être un facteur important de résilience, d'où mon souci d'intervenir sur la notion et d'insister sur la notion de collectif. Donc, le sens, vers où je vais, pourquoi j'y vais, comment j'y vais. Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, il faut une organisation, c'est le 3e élément,
une organisation qui permet de donner des repères et une organisation basée sur des valeurs solides, le respect, etc. Donc, ces éléments-là vont permettre, qui sont des conditions requises pour éprouver du plaisir au travail, donc bien sûr le sens, bien sûr la relation aux autres, et puis encore là, cette notion de reconnaissance qui permet de se sentir en phase, non seulement avec les objectifs fixés, mais avec ce que chacun porte en soi, puisque vous devinez bien que dans une journée comme ça, on n'est pas là pour vous donner des recettes, on est là, chaque personne est là pour se dire qu'est-ce qui se dit de moi dans la relation, ces questions que je me pose, ou c'est comment je les vis à partir de ma personnalité, de mon environnement, etc. Donc, tout cela, ça va aussi dépendre, j'évoquais ce mot pour annoncer mon plan, ça va aussi dépendre des représentations que je me fais d'une situation. J'aime bien cette phrase de Verlaine qui dit « Imaginez deux prisonniers dans une même cellule, l'un verra les barreaux, l'autre les étoiles entre les barreaux. La situation est la même. » Et parfois, quand j'accompagne des équipes en difficulté, en écoutant les uns et les autres, j'ai l'impression que je ne suis pas dans le même environnement. Et chaque personne va avoir des arguments construits, solides, pour dire la réalité, c'est ça. Ce que vous dit l'autre, c'est pas ça. La réalité, c'est ça. Donc, cette notion de représentation, on dit verre à moitié vide, verre à moitié plein, on évoque souvent cette phrase-là. Cette notion de représentation est absolument essentielle. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. J'intervenais avant Covid au CHU de Brest dans la notion de gestion du changement, qui, justement, pour certains, c'est un défi et pour l'autre, c'est une menace. Eh bien, pour approcher le changement, en questionnant nos représentations, c'est de dire, en observant les comportements, mais aussi soi-même, pas de changement de comportement possible sans changement de manière de voir. Peut-être que des journées telles que celle-ci peuvent vous dire, OK, on peut énumérer tout ce qui est source de soucis, de questionnements, voire même de frustration, mais en questionnant les manières de voir, je peux, entre guillemets, opérer un changement de vision pour essayer de repérer des éléments qui vont alimenter. Donc, pas de changement de comportement sans changement de manière de voir. Ça revient à ce que je vous disais au départ, Proust, voir le vieux paysage avec des yeux nouveaux. Et quand je vois des cadres qui s'épuisent à expliquer pourquoi il faut faire autrement, ou bien voire même penser autrement, alors qu'il faut au contraire partir en amont et poser des questions ouvertes pour se baser sur la vision de l'autre et par des questions ouvertes suffisamment factuelles, espérer un micro-changement de représentation. Et c'est ça. Et c'est ça sur le fait que chacun doit travailler là-dessus. Donc, quand on dit ouvrir de nouveaux possibles, eh bien, en premier lieu, pour ouvrir de nouveaux possibles, il faut développer une nouvelle lecture de la réalité pour ouvrir de nouveaux possibles. C'est-à-dire modifier, en quelque sorte, la manière de percevoir, la manière d'appréhender le réel. Donc, il y a une phrase du Talmud qui dit « Le monde est tel que tu es ». Et c'est vrai que l'objectivité, le réalisme a toujours le prisme de ce que l'on ressent. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, et c'est sur quoi je travaille dans les accompagnements, même si j'ai fait une thèse sur la psychanalyse, mais pour moi, ce qui est très important, c'est véritablement de savoir là où on peut agir et là où il est difficile d'agir. Vous pouvez vous dire du soir au matin, je ne devrais pas ressentir telle émotion. Vous savez très bien que la raison ne vous aidera pas. Par contre, si vous travaillez le regard que vous portez sur les situations, eh bien là, quelque chose peut se délier.
Donc, c'est justement dans cette journée, c'est vous donner un panel suffisamment large pour que vous puissiez nourrir des angles de représentation différents, en même temps sur vous, la manière dont vous vivez, dont vous sentez les situations, et en même temps dans la relation à l'autre, évidemment, puisque les deux sont étroitement liés. Le problème, c'est que l'on confond une forme de réalité du premier ordre et une réalité du deuxième ordre. Il y a la réalité des faits, mais il y a la réalité aussi de la signification que je donne aux faits. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc, quand on a trop le nez dans le guidon, eh bien, on se dit, OK, je peux partir de ce fait, imaginons un fait qui vous est touché particulièrement, mais la signification que je vais lui en donner, eh bien, n'est pas unique. Je peux, et même par imagination, multiplier les angles de représentation. Quand je donne des exercices à faire, vous savez, dans les accompagnements, bien sûr, c'est un travail que chacun doit faire, et je donne des exercices et je leur fais mettre une forme de grille que je vous dis, et ça peut vous aider. C'est-à-dire, première colonne, quelle est la situation? Juste 2 mots. Deuxième colonne, quelle est ma représentation de cette situation? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en pense? Quelle est ma manière de voir? Alors, puisqu'on aime les échelles de 1 à 10 dans le monde hospitalier, quantifiées. Troisième colonne, quelles sont les émotions que je ressens en fonction de cela? Et quatrième colonne, quel est mon comportement et quel est le résultat? Et quand on a fait ça d'une manière très synthétique, pas de grand discours, très synthétique, on reprend la ligne et on dit, OK, situation, là c'était mon interprétation, mais comment je pourrais voir autrement? Comment je pourrais voir autrement? Et à partir de là, les émotions changent et le comportement change. Donc, c'est un travail, quand je vous disais, que ce soit vis-à-vis de soi-même, ou que ce soit dans la relation à l'autre, c'est un construit, c'est un processus, c'est surtout pas une belle ligne qui va du moins au plus, c'est beaucoup plus une sinusoïde. Parfois, on se dit, allez, là maintenant, là j'ai fait un progrès, là j'ai travaillé une forme de distanciation tout en étant très présent aux situations. OK, et puis il se peut que le lendemain, on ait à nouveau le nez dans le cœur. C'est comme ça, c'est la complexité de la vie et il s'agit de l'accepter. Donc, la confusion entre le fait et l'interprétation du fait, comme je vous dis, comme on évoque parfois dans les formations, genre gestion de l'agressivité à l'accueil, ne fais pas l'amalgame entre ce qu'a dit une personne et toi-même, ne pas être l'éponge de tout ce qui arrive, tout ça, c'est travailler en recul pour se dire que, OK, il y a une action, mais notre liberté, c'est pas de souhaiter que tout aille bien, c'est de prendre conscience, comme le dit Spinoza, de ce qui nous détermine. Et quand on prend conscience de ce qui nous détermine, on peut se dire, à partir de cette petite phrase clé, qu'est-ce que j'en fais? C'est notre seule liberté. Et c'est pour ça que le positionnement de chacun peut être différent, mais c'est pour ça qu'on équipe, bien sûr, personnalités différentes, positionnements différents, comportements différents, mais il y a un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est le prendre soin du patient et le prendre soin de l'autre. Donc, j'évoquais déjà ça un tout petit peu. Quand je vous dis relions les contraires, ce n'est pas linéaire. Eh bien, on peut questionner. Et ça, je vous ai cité Edgar Morin. C'est vrai qu'on peut questionner ces paradigmes de pensée parce qu'on est en quelque sorte dans notre culture absolument, je dirais presque biberonné, parce que dès le départ, c'est ça, à 3 éléments. La séparation des éléments, chaque chose à sa place. Et déjà, pour relier, comme je vous disais, l'importance que je donne au lien entre des choses différentes, notamment l'interdisciplinarité, bien sûr, mais d'une manière générale, les ponts, j'imagine une pensée un peu avec des entrelacs, des configurations, je ne sais pas si vous aimez la peinture, des tableaux à la Pollock, quoi, où vous voyez voilà, c'est ça, c'est ce qui fait la densité du vivant. Donc, chaque chose pas toujours à sa place. L'aspect linéaire, on ne pense pas suffisamment en boucle, en sinusoïde, c'est toujours le moins vers le plus, le progrès, le moins vers le plus.
Et puis surtout la logique binaire d'exclusion. C'est ça ou c'est ça. Et ça fait des dégâts énormes. On n'apprend pas à dire suffisamment c'est ça et c'est ça en même temps. Et là, je vous donne les mots d'Edgar Morin en évoquant les 3 éléments que je viens de donner. Edgar Morin nous dit « Chacun des 3 éléments montre aujourd'hui ses limites. On se rend compte qu'on a tendance à disjoindre des éléments qui sont en fait liés, d'où la question de la complexité. Autrement dit, pour ouvrir de nouveaux possibles, pour, quelle que soit l'obscurité ou la morosité, développer ce sens de l'invincible été en soi, du soleil, eh bien, il faut relier des modes de pensée différents. Bien sûr, il faut parfois du linéaire pour organiser, on est d'accord, mais ce n'est pas que ça. Bien sûr, il faut apprendre, bien sûr, à penser logiquement, mais il faut aussi développer la sensation, le sentir, le ressentir, écouter son intuition. Quand j'ai commencé mon métier, au départ, c'était du recrutement, aucun homme n'aurait dit « j'ai de l'intuition ». C'est féminin, bien sûr, on disait. Alors que l'intuition, c'est ce qui va nous donner un petit élément pour sentir peut-être comment agencer la situation, comment me placer face à quelqu'un. Donc l'intuition qui a été mise tellement de côté, penser globalement, bien sûr, mais en intégrant des contextes, en intégrant des paradoxes, en intégrant des incertitudes. À Rennes, on m'a demandé, les médecins m'ont demandé de faire une intervention sur l'incertitude dans la relation, juste pendant le Covid, incertitude dans la relation soignant-soigné. C'était facile de la mettre de côté. Et c'était facile de dire, moi je suis un expert, voilà, je pense, je dis ça. Ben non, il faut maintenant trouver cette pensée beaucoup plus mouvante, mais ne pas en avoir peur, au contraire, elle vous ouvre fondamentalement à de nouveaux possibles. Donc, pour reprendre ce que Véronique ne voulait pas, c'est-à-dire se complaire dans la culture du problème, se complaire, et on peut le comprendre, parfois certains vont dire, mais c'est bien facile de dire ça, mais si vous saviez ce que je vis, oui, mais c'est pourquoi j'ai parlé de lucidité. Ça veut dire, ok, il y a ça, mais ne pas rester dans l'expression récurrente de la plainte. Parce que si je reste dans l'expression récurrente de la plainte, eh bien, je ne vais pas m'ouvrir, je ne vais même pas repérer de nouveaux possibles. Et là, je resterai dans ce climat de souffrance. Donc, ces éléments qui nous permettent de modifier régulièrement les angles de représentation sur les situations peuvent nous ouvrir à cette notion de bien-être et cette notion de plaisir. Vous connaissez sans doute la théorie de Daniel Kahneman, c'est quand même rare qu'un psychologue ait un prix Nobel d'économie. Eh bien, Daniel Kahneman évoque les biais cognitifs, et ces biais cognitifs, en premier, c'est la peur du risque, la peur de la perte, et c'est les biais de confirmation. C'est-à-dire, on a tendance à sélectionner dans le réel ce qui va confirmer ce que je ressens. Vous voyez? Et donc, de cela, il faut véritablement s'en méfier. Donc, je voudrais qu'il y ait des questions, donc je vais un petit peu passer sur certaines choses pour donner le ton de partir du positif. Également en soi, mais il y a eu des théories qui ont été approchées pour parler dans la gestion du changement, comment on peut partir du positif. J'évoque simplement ce qui a beaucoup de mal à venir en France, parce qu'on est quand même trop dans la culture du problème et on parle d'abord des problèmes avant de ce qui va bien. Eh bien, il y a une approche qu'on appelle la démarche appréciative. Il y a un très bon livre de Pagès qui l'évoque. Ça veut dire non pas partir du problème, mais partir du positif. Et ce qui est mis en place, c'est quelque chose de très construit au niveau collectif, c'est-à-dire ça part d'une définition de la situation, la définition des ressources, mais toujours sous l'angle de repérer le positif, c'est également valable en soi. Donc, aussi, pour ouvrir de nouveaux possibles, c'est peut-être participer à une forme de transformation intérieure, qui nous permet, ça va ? Qui nous permet, par un centrage sur le positif, d'être en même temps dans la lucidité
pour cesser de se focaliser sur ce qui ne va pas. Ce pas de côté, on pourrait dire, pour certains, c'est quoi? On emploie souvent l'expression « lâcher prise ». Ce lâcher prise, on me dit parfois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Lâcher, c'est déjà difficile, mais lâcher quoi? Eh bien, c'est prendre parfois nécessairement une forme de distance par rapport à la situation, mais le lâcher prise n'existe que par l'acceptation. Je pense que c'est pourquoi je répète en mantra la lucidité, pour que vous ne pensiez pas qu'on met sur ce que vous ressentez des conseils idéaux, or la réalité, non, c'est accepter ce qui est dans le questionnement où tout ne dépend pas de moi, mais ne pas faire dépendre tout mon équilibre de ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a une théorie de Ken Case qui dit on doit faire une différence entre les dépendances et les préférences. Je peux lucidement analyser dans le réel ce qui ne va pas, mais je n'en suis pas dans la dépendance. D'où le nécessaire entre-deux qui permet justement de ne pas être l'éponge de tout ce qui nous arrive. Alors, dans ce lâcher-prise et dans ce questionnement sur soi, je pense au conseil que donne le philosophe Michel Foucault dans un de ses derniers cours au Collège de France qui était centré sur le souci de soi. Eh bien, dans les trois dimensions, dit-il, essentielles dans le souci de soi, il y a tout d'abord une attitude générale, une certaine manière d'envisager les choses, de mener des actions. Et le deuxième élément, dit-il, et ça synthétise un peu ce que je disais précédemment, le deuxième élément, c'est un regard, un questionnement qui va aboutir à des actions. Mais quand je dis regard, cela veut dire développer son attention à des petits riens. Vous connaissez, je suppose tous, mais pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, l'expérience qui a été maintes fois faite à propos du gorille invisible. Donc, je la redonne parce que c'est justement ce défaut d'attention qui parfois n'est une attention que sur la plainte et qui ne voit pas des éléments extérieurs qui peuvent être ressourçants. Je redonne l'expérience. C'est une expérience qui a été menée par Chabris et Simons et on demande à des participants d'observer un match de basket. Et dans ce match de basket, il y a l'équipe blanche et l'équipe noire. Et on demande aux participants de compter les passes de l'équipe blanche. Alors, vous pensez qu'ils imaginent que c'est très facile. Donc, ils comptent les passes de l'équipe blanche. Et à la fin, l'expérimentateur dit « Mais qu'avez-vous pensé du gorille ?» Alors, il y a des yeux qui s'ouvrent. Et si vous regardez, vous pourrez regarder sur YouTube parce qu'elle est maintes fois donnée. En fait, si vous regardez bien ce qui se passe, à un moment donné, il y a un homme qui a revêtu un vêtement de gorille qui traverse simplement la scène, passe, fait comme ça et il part. Une très petite minorité des participants l'a repéré. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient focalisés sur un élément et ne percevaient pas d'autres éléments de réel. Alors, ça ne s'arrête pas là. L'expérimentateur dit, bon, alors non, vous avez compris. Vous voyez bien qu'en n'étant que focalisé sur un élément, votre esprit ne perçoit pas d'autres éléments, et justement, qui étaient importants pour la gestion de la situation. Donc maintenant, on va recommencer l'expérience. Ils se disent, mais qui nous l'a dit, pourquoi on recommence l'expérience? Ils recommencent l'expérience, et à la fin, les personnes, les participants, n'ont pas vu qu'un joueur de l'équipe noire était sorti et que la couleur de l'environnement et des rideaux avait changé. Autrement dit, dans tout ce que l'on dit là, il s'agit de développer son attention, c'est-à-dire une forme de présence au présent. J'apprenais hier que les US ont proposé une formation à laquelle s'est inscrit pas mal de médecins et d'autres personnes, intitulée « Être stable comme un rocher dans la tempête ».
Et quand j'ai demandé à une personne qui a participé à la formation quel était le centre de la formation, il a dit « c'est uniquement pleine conscience, développer son attention ». Donc, c'est par ce développement de l'attention, bien sûr, on ne repérera pas tout, mais c'est simplement s'entraîner à repérer des éléments qui peuvent être des éléments sources, qui peuvent être des éléments d'ouverture et qui vous permettent d'aller le mieux possible. Alors, en écho à ce que disait Foucault, les exercices que propose Pierre Hadot, je les trouve intéressants. C'est-à-dire 3 exercices qui nous permettent de ne pas être focalisés uniquement dans un type de représentation et en même temps d'avoir l'action qui se rétrécit à ma manière de voir le réel. Eh bien, Pierre Hadot évoque 3 éléments et je peux vous dire que quand on les a à l'esprit, ils peuvent pas mal nous aider pour, encore là, voir plus globalement. Le premier est lié à ce que je vous disais précédemment, la concentration sur l'instant présent. Ça évite quoi? Ça évite les ruminations. Ça évite, vous parlez parfois à une personne qui est entre guillemets en souffrance, un soignant ou autre, on a l'impression que le regard n'est pas centré sur le réel, il n'est centré que sur le discours intérieur. Et le psy Jean-Bertrand Pontalis employait le mot anglais brooding pour parler de la rumination. C'est l'action de couver. Il disait, quand on rumine, c'est comme lorsqu'une poule couve son œuf, elle fait grossir ce qui est à l'intérieur. Et quand on n'est que dans le champ des ruminations, quelles qu'elles soient, eh bien c'est sûr qu'on s'enferme progressivement dans un étau et on construit petite pelle à petite pelle le piège dans lequel on va tomber. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à ce qu'on fait, mais ça veut dire qu'il faut faire attention qu'il y a des discours qui se répètent et qui font qu'on reste uniquement dans la plainte. Donc, la concentration dans le centre. Le deuxième que je trouve très intéressant, qui est une autre manière de dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le regard d'en haut. Quand le journal Le Monde a été créé, Hubert Beuve-Méry signait son éditorial, toujours en première page, du point de vue de Sirius. Pourquoi Sirius? Parce que c'est l'étoile la plus brillante après le soleil. Apprendre aussi dans sa vie, en même temps professionnel et personnel, de développer le point de vue de Sirius, ou ce qu'on dit dans notre jargon, une forme de vision hélicoptère, c'est-à-dire suffisamment haute, mais pas trop pour pas être dans les nuages, une vision hélicoptère, c'est-à-dire qui remet chaque élément dans un ensemble plus vaste. La rumination, c'est faire que tout votre paysage de vie soit lié à un seul élément. Alors que le regard d'en haut, le point de vue de Sirius, comme me disait hier en intervention un étudiant à l'IFCS, il me disait, oui, on comprend qu'on a une identité de professionnel, mais pour notre identité est multiple. Et nous avons aussi une existence dans notre vie personnelle, etc., dans nos engagements, etc. Ne pas voir, effectivement, je pense qu'une personne est d'autant plus présente aux situations qu'elle travaille une suffisante distance. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose parce qu'il a pris sa retraite, mais il est toujours, il parle toujours beaucoup de ça. Didier Sicard, qui a été longtemps président du Comité international d'éthique, il dirigeait à l'hôpital Cochin le service de médecine interne. Et un jour, un journaliste lui dit « Mais monsieur, mais comment faites-vous ? Quand on va dans votre service, on a l'impression que les choses vont bien, vous écrivez, vous êtes président du Comité international d'éthique, mais quel est votre secret d'organisation ?» Alors, Didier Sicard a dit, et j'en ai reparlé parce qu'il revient régulièrement à Strasbourg, pour lui demander si sa devise était toujours la même, il a dit à ce journaliste, « Eh bien, j'ai une devise. Je l'ai extraite d'un poème de Paul Celan, tout court, hein, se vouloir à la fois dedans, à la fois dehors. » Quand j'ai dit tout à l'heure, questionnons nos paradigmes de pensée,
C'est où je suis dedans, où je suis dehors. Travailler le à la fois, pour beaucoup, c'est très difficile. Mais je pense qu'avec un regard suffisamment présent et suffisamment distant, on ne devient pas le jouet de ce qui arrive. On a un regard suffisamment global pour penser que nos identités sont multiples et pour penser que si je fais ce pas de côté, je peux être parfois infiniment plus présent à la situation. Et ça se développe. Et le troisième, et que je trouve très intéressant aussi, qu'évoque Pierre Hadot, eh bien, c'est prendre la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut accepter. C'est comme ça. Le fameux « c'est comme ça ». Prendre la vie telle qu'elle est, mais la liberté de chacun. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc, c'est l'acceptation, la vie telle qu'elle est. Il faut se dire que le stress n'est pas que du négatif. Le stress a du bon. Il active les neurotransmetteurs, il active les ressources pour faire face aux situations. Le problème, nous dit Eric Albert, qui a créé à Paris l'IFAS, c'est-à-dire l'Institut français de l'anxiété et du stress, le problème, dit-il, c'est moins la situation, c'est un problème de durée et d'intensité. C'est-à-dire, au départ, il est toujours bon parce qu'il active des ressources, mais chacun a un seuil, et au-delà de ce seuil, eh bien, c'est sûr que là, les dégâts peuvent apparaître. Donc, 10h10, vous me donnez jusqu'à quelle heure, Véronique? 10h30, plus les questions. Donc, je vais encore raccourcir pour répondre à vos questions. J'évoquais tout à l'heure l'importance de repérer des petits détails. Et qui peuvent être positifs, qui peuvent être ressourçants. Et j'ai repéré, ce qui m'a plu, c'est ce que disait un psychologue qui s'appelle Diener, et qui a fait une découverte en disant que la fréquence de vos expériences positives constitue un bien meilleur indicateur de votre bonheur que l'intensité. C'est-à-dire qu'en fait, plus je vais repérer des petites parcelles comme ça, d'éléments positifs, eh bien, plus je vais travailler une forme de terreau de vie sans attendre que, effectivement, une grosse situation, entre guillemets, de bonheur puisse me rendre heureux. Et c'est pourquoi, quand je vous ai annoncé le plan que je souhaitais suivre, j'évoquais l'expression que j'aime beaucoup de Montaigne, la sacoche de diversion. C'est-à-dire cette sacoche de diversion qui nous permet, à partir de ce que vous mettez dedans, des images, des souvenirs, cette sacoche vous permet de penser à autre chose, de faire en sorte que vous ayez des ressources qui vous parlent. Moi, je me souviens aussi dans une formation de prévention du burn-out, un chef de pôle, hein, qui n'était pas du tout dans la région, et qui dit, bah, vous savez la charge qui peut peser sur moi, mais j'ai un rituel chaque matin. J'habite à une quinzaine de kilomètres de l'hôpital et j'ai un rituel. Je m'arrête chaque matin au même endroit, face à un arbre, 2 minutes chrono, disait-il, pas plus, pas moins. Je suis face à cet arbre, j'ai toute mon attention, je rentre dans cette attention à ce que j'observe et, a-t-il dit aux autres, ces 2 minutes sont infiniment précieuses pour ensuite prendre mon habit de responsable, etc. Essayons de se trouver des rituels. Pourquoi on dit rituel? Et j'avais rebondi sur ce qu'il disait parce que quand vous voulez une modification de quelque chose, soit dans votre comportement ou autre, la notion de rituel est importante parce qu'il faut de la fréquence de répétition. Un changement, par exemple, imaginons, on vous parlera bien sûr après de la respiration, etc. J'ai vu effectivement la cohérence cardiaque, 3, 6, 5, tout ça. On peut vous donner beaucoup de conseils extrêmement précieux. Mais quand j'entends parfois une personne dire « Ah, vous savez, madame, la semaine, j'ai vraiment pas de temps. Hein. Par contre, le dimanche, oh là là, je ne me donne pas 5 minutes, les 3, 6, 5, mais je me donne une bonne heure de travail. » Eh bien, ça n'est pas intéressant. Plutôt peu chaque jour, parce que c'est cette fréquence
qui va opérer les changements. Vous devez prendre un contrat avec vous-même à partir du moment où vous allez trouver dans tout ce qui vous sera proposé quelque chose qui vous parle, mais il faut de la fréquence et de la rigueur dans la répétition. Et c'est seulement à ce niveau-là, par exemple, je pense notamment à la cohérence cardiaque, cette manière de respiration qui va justement avoir des effets effectivement très, très bénéfiques, eh bien, il faut s'obliger à 3, 6, 5, il faut s'obliger à la répétition quotidienne. Et c'est à ce moment-là que vous allez sentir, après plusieurs temps de répétition, que votre corps montre et votre esprit montre qu'il en a besoin. Et c'est lui qui pourra vous entraîner à améliorer votre gestion des situations. Alors, comme je ne parlerai pas de tout ce qui vous sera proposé, qui est éminemment intéressant, je voudrais juste ajouter quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est la notion d'humour, c'est la notion de rire. Je pense au livre de Henri Rubinstein qui s'appelle « La psychosomatique du rire ». C'est un neurologue et il explique que ce mécanisme de défense est une barrière très protectrice contre la violence de l'environnement. Je parlais tout à l'heure de Philippe Rodet et il a quantifié le temps maintenant que l'on prend pour rire et celui qu'il y avait au début du siècle. Cette notion de rire, moi j'entends parfois des chirurgiens me dire, vous savez madame, cette catharsis, même dans les opérations, on a oublié l'humour, on a oublié la notion de rire. Et je vous lis juste ce que dit la Fédération française de cardiologie qui consacre tout un chapitre au rire. Je cite une seule phrase. « Rechercher les occasions de rire tous les jours, pratiquer l'autodérision, s'amuser des travers de la vie, c'est une excellente façon de lutter contre le stress, d'améliorer sa santé cardiovasculaire et de vivre mieux dans son environnement social. » Donc ça, eh bien, c'est à retenir parce que ce décalage, Freud disait déjà que l'humour est la meilleure des défenses de l'organisme. Donc, essayons de repérer des petits éléments, de sourire, si ce n'était pas toujours de rire, mais c'est vraiment un bon indicateur de notre créativité parce que ça stimule justement ce que j'évoquais d'une autre manière précédemment, ça stimule l'élargissement de vision et ça stimule justement l'esprit à découvrir de nouvelles idées, à être force de proposition, à ouvrir de nouveaux possibles. Donc, parfois, eh bien, retrouver la capacité d'étonnement, la capacité du pourquoi pas, la capacité d'accéder à son monde, mais au monde de l'autre, dans une autre forme de rencontre que celle qui est extrêmement limitée par le temps. Vous savez que les Grecs, nous on a un mot pour dire le temps, mais les Grecs avaient 3 mots pour dire le temps. Chronos, qui a donné chronophage, et Dieu sait si c'est pratiquement le seul mot que l'on perçoit du temps. Moi, on n'a pas le temps, ça passe vite, etc. Ils avaient un deuxième mot pour dire le temps, aion, c'est le temps vécu, c'est la notion de durée. Rien que parfois un regard, ou rien que parfois rentrer dans la densité d'une attention, comme cet homme le disait à propos de l'arbre ou d'autre chose, eh bien c'est un temps qui ne se compte plus. Vous savez qu'il y a des heures qui passent vite et des heures qui ne passent pas très vite, et donc ça c'est aion. Et le troisième qu'il faut intégrer, parce que vous savez très bien qu'une chose peut se dire à un moment donné, n'aura pas la même conclusion qu'une autre à un autre moment donné, c'est le fameux kairos, le moment opportun. Et si j'ai le nez dans le guidon, et si je ne suis que dans l'énumération des plaintes et de ce qui ne va pas, je ne repérerai pas des moments opportuns où quelque chose peut surgir. Donc, c'est ce qui permet de développer, c'était l'art de l'écoute, l'art de l'observation. J'ai beaucoup insisté là-dessus pour permettre de voir autrement et d'élargir sa vision. En conclusion, je voudrais citer 2 choses.
Première, une image. J'aime beaucoup les images, vous avez peut-être compris, parce que je trouve que ça parle parfois beaucoup plus que des mots, pour qui rentre, à mon avis, dans l'audace d'opérer des changements en soi, et puis aussi, parfois, prendre un risque nécessaire pour modifier un comportement. Je l'ai extraite d'un livre de Peter Olof Enquist qui s'intitule « Le médecin personnel du roi ». Et cet écrivain est décédé l'an dernier. Alors, l'histoire est la suivante. La reine veut apprendre à faire du cheval. Elle monte en selle et demande à son moniteur d'équitation quelles sont les règles. Eh bien, son moniteur répond 2 règles. La première est la prudence, la deuxième, c'est l'audace. Et je pense que pour ouvrir de nouveaux possibles, il faut les 2. Lucidité, prudence, mais aussi audace. Et pourquoi pas? Et si l'on faisait? Explique-toi, comment tu vois ça? Quelle initiative? Quel changement? Donc la prudence, bien sûr, dans le respect des recommandations, de protection des autres, de soi, mais aussi audace dans l'élargissement de vision, dans l'ouverture à ce qui étonne, dans ce qui interpelle, dans l'ouverture à des actes de création, des prises d'initiative, etc. Et la dernière citation que j'aimerais vous donner, c'est de Goethe, pour terminer cette petite intervention qui est beaucoup plus questionnante que descriptive. Eh bien, je l'ai sélectionnée parce que je me dis, comme je vous le disais au début, il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, Goethe nous dit, on peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Je vous remercie de votre attention et je serai heureuse de répondre. Merci. Voilà, et je remercie particulièrement Francine pour toute cette intervention, cette introduction qui est effectivement exactement l'esprit qu'on veut donner à cette journée. Et je vous en remercie beaucoup. Très heureuse que des journées telles que celle-ci soient organisées. Et moi aussi, je remercie les organisateurs et les participants. On a besoin de ce temps d'échange, on a besoin de ce temps d'information. Et vraiment, j'étais très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, vraiment. Et bon parcours. Merci.